Salam alaikum. Je vais vous donner le cours de Java et je vais commencer par le premier chapitre qui s'intitule Les bases du langage Java. Le Java a été créé en 1995 par James Gosling à la société Sun Microsystems. Le langage Java, c'est un langage de programmation orienté objet qui est inspiré du langage C++. Cela veut dire que les deux langages Java et C++ se ressemblent dans leur structure et leur syntaxe. Initialement, donc, le Java a été conçu pour réaliser des programmes interactifs sur le web, mais avec le temps, il a été étendu pour réaliser divers types d'applications. En 2006, le Java est devenu libre et en 2010, il a été racheté par Oracle, par la société Oracle. Et la version actuelle, c'est la version 15, et ce depuis le 15 septembre 2020. Le langage Java est un langage 100% objet, c'est-à-dire que tout le code que vous allez écrire avec ce langage devrait faire partie d'un objet. Nous allons voir plus tard ce que veut dire cette notion. Ensuite, Java est à la fois un langage compilé et interprété. Donc, nous allons voir d'abord l'opération de compilation, puis l'opération d'interprétation. Alors, le code source Java est compilé en un pseudocode universel binaire qui s'appelle J-code ou bien bytecode. Alors, ce bytecode, Java désigne un flux d'octets binaires qui a le format d'une classe Java. Donc, regardez ici en bas sur la figure, vous avez un fichier Java, ou bien un programme Java qui s'appelle myprogram.java. Je vais compiler mon programme et après la compilation, je vais avoir un fichier qui porte le même nom que le fichier initial, mais avec une extension .class. Alors, ce programme-là, ou bien ce fichier, contient un flux d'octets binaires. D'accord? C'est le résultat de la compilation. Ensuite, ce bytecode, ou bien ce flux binaire, est envoyé à la machine virtuelle Java Virtual Machine, qui va se charger de l'interpréter. Donc la JVM, c'est quoi? C'est une machine abstraite qui fournit un environnement d'exécution dans lequel le bytecode Java peut être exécuté. Donc si on revient à la figure, donc après avoir compilé notre programme initial, nous avons eu le fichier myprogram.class. Ensuite, on va interpréter ce flux d'octets avec la JVM ou bien le Java Virtual Machine. D'accord? Qui va se charger de l'interpréter, qui va donner un code qui peut être interprété par la machine ou bien par le système d'exploitation de la machine. Alors la JVM convertit le bytecode ou bien le fichier .class en un code compréhensible par le système d'exploitation. Alors en plus de ça, un code Java est implicitement portable, c'est-à-dire que la même application Java peut être exécutée sur toute plateforme qui fournit l'environnement JVM. D'accord? Alors la JVM est fournie dans le JRE, qui est le Java Runtime Environment. Et le JRE, c'est une famille de logiciels, c'est-à-dire un ensemble de logiciels qui permet d'exécuter des programmes écrits en langage de programmation Java. D'accord? Voilà un exemple dans lequel on va expliquer les deux opérations de compilation et d'interprétation. Alors, supposons que j'ai un programme qui s'appelle ou bien qui est intitulé myprog. Alors, ce fichier-là, je vais le mettre à l'intérieur d'une classe, donc un fichier Java, donc j'ai tout le code que je vais écrire va être mis à l'intérieur d'une classe. C'est ça la notion de l'objet. Donc, je vais créer une classe qui porte le même nom que le nom du fichier.
Ensuite, je vais ajouter, par exemple, dans cet exemple, je vais ajouter la méthode main, la méthode principale. Et puis, je vais appeler la méthode system.out.println afin d'afficher le message suivant Hello World. D'accord? Donc, si je récapitule, donc mon programme va se charger d'afficher un message, le message suivant. Donc, voilà les différentes opérations que vont subir ma classe MyProg. Donc, au début, j'ai le code source, c'est mon fichier Java. Je vais appliquer l'opération de compilation qui va être, ou bien je peux la réaliser via l'instruction suivante sur l'invite de commande. Je peux faire java c espace myprog.java. C'est-à-dire je vais appeler mon programme. Donc après l'opération de compilation, je vais avoir ce qu'on appelle un bytecode ou bien un J-code, c'est un flux d'octets qui va être sauvegardé dans le fichier myprog.class. Donc j'ai toujours le même nom du fichier. Ce qui change, c'est l'extension. D'accord? Ensuite, ce flux d'octets va subir l'opération d'interprétation avec la machine virtuelle Java. Donc pour faire l'interprétation, il y a une commande dédiée à ça. C'est Java, espace, et puis le nom du fichier. Ce n'est pas la peine d'ajouter l'extension de mon fichier. Alors après l'interprétation, je vais avoir un code machine, d'accord, qui va être interprété par le système d'exploitation. Ou bien, pardon, exécuté par le système d'exploitation. Voilà. Donc maintenant, je vais parler de la plateforme Java. Donc la plupart des plateformes sont une combinaison de logiciels et de matériel. Alors que la plateforme Java, c'est une plateforme software seulement. D'accord? C'est une plateforme logicielle. Et elle fonctionne sur différentes plateformes matérielles. Alors, la plateforme Java a deux composants. Il y a le JVM, la machine virtuelle Java, et il y a les API, ou bien Java Application Programming Interface. Donc si on regarde sur la figure, on va trouver que voilà mon programme.java, voilà la plateforme Java, et puis finalement il y a le matériel, c'est-à-dire les performances de ma machine, ou bien la partie matérielle de ma machine. Alors, si on regarde sur la figure suivante, on va trouver qu'il y a trois parties. Il y a la première partie qui contient mon programme.java, il y a la plateforme Java et finalement il y a le matériel sur lequel je vais exécuter mon programme initial. Alors, pour la plateforme Java, nous remarquons qu'elle est composée de deux parties. Il y a les API et il y a la JVM. D'accord? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la JVM, elle permet d'interpréter un code ou bien un bytecode, bien un flux d'octets pour qu'il soit exécuté par la machine. Et puis pour les API, donc l'API, c'est une collection de composants logiciels, de composants software qui sont groupés en bibliothèques appelées package. C'est-à-dire c'est comme un ensemble de bibliothèques qui permettent d'exécuter mon programme ou bien d'exécuter les différentes instructions qui se trouvent dans mon programme. Maintenant, je vais vous parler du plan du cours de Java. Donc, il y a plusieurs chapitres. Le premier, le chapitre en cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est les bases du langage Java. Ensuite, il y a la programmation en Java. Après, les bibliothèques de classe en Java. Ensuite, on va voir l'héritage, puis les collections. Après, il y a les paquets d'entrée-sortie ou bien les fichiers. Ensuite, il y a la programmation graphique et événementielle. Et finalement, nous allons voir le traitement des bases de données et le langage Java. Donc, nous allons entamer plus en détail le premier chapitre. Alors, pour le premier chapitre, nous allons voir trois sections. Donc, pour la première section, nous allons voir la syntaxe de Java. Nous allons voir les identificateurs, les littéraux, les mots-clés, les commentaires, les expressions, les opérateurs. Et puis, dans la section 2, nous allons voir les structures de contrôle de déroulement. En particulier, nous allons voir les boucles,
et puis comment contrôler les boucles, et finalement les instructions conditionnelles. Dans la section 3, nous allons voir les types de données en Java, nous allons voir les types de données primitives et les types composites. Donc nous allons commencer par la première section, à savoir la syntaxe du langage Java. Alors les identificateurs, donc un identificateur est composé de lettres, de symboles et de chiffres. Donc l'identificateur c'est comme le nom c'est une variable, c'est le nom d'une variable. Donc il peut être composé, bien il est composé de lettres, symboles et chiffres. Un identificateur commence par soit une lettre, soit un sous-tiré ou bien le symbole $. Mais il ne peut en aucun cas commencer par un chiffre. Ensuite, un identificateur ne peut pas contenir d'espaces vides, tels que tabulation, espace, nouvelle ligne, retour chariot, etc. Les identificateurs différencient les minuscules et les majuscules, c'est-à-dire si vous avez deux variables, la première en minuscule et la deuxième en majuscule, donc c'est deux variables différentes, ça ne veut pas dire la même chose. Ensuite, un identificateur ne doit pas être un mot-clé. Donc un mot-clé, c'est un mot qui est réservé par le langage. Nous allons voir par la suite la liste des mots-clés réservés par Java. Voilà quelques remarques. En fait, d'habitude, les identificateurs en Java sont mémoniques, c'est-à-dire faciles à mémoriser. Par exemple, si vous voulez déclarer un tableau, il est plutôt facile de déclarer un identificateur T par exemple, ou bien tab, ou bien tableau. En fait, si vous utilisez un identificateur de ce genre, cela veut dire qu'il est facile de reconnaître qu'il s'agit de la variable représentant un tableau. En général, les identificateurs des classes commencent par une lettre en majuscule. Par exemple, si je veux déclarer une classe, je vais mettre la première lettre en majuscule. Et si je souhaite déclarer un objet, donc je vais mettre sa première lettre en minuscule. D'accord? Ça va faciliter par la suite la compréhension ou bien la mémorisation des variables. Ensuite, il y a les littéraux. Donc un littéral ou bien une constante représente une valeur. Donc un littéral, c'est une valeur et qui ne change jamais. Alors il y a une distinction entre un identificateur qui représente une valeur, ok, et un latéral qui est la valeur. Voilà un exemple. Le nombre 20, c'est un littéral. Et l'identificateur âge représente le nombre qui peut être égal à 20. D'accord? Donc le littéral, c'est la valeur. Et l'identificateur, c'est le nom de la variable. En Java, un littéral peut être un nombre entier, en virgule flottante. Il peut être aussi un booléen, un caractère ou bien une chaîne de caractères. Donc, on va voir plus en détail les littéraux. Donc, les littéraux entiers peuvent prendre trois formats. Il y a le décimal, hexadécimal qui commence toujours par 0x et le octal qui commence par un 0. Un littéral entier peut être stocké dans les types de données, soit de type bytes, short, int ou long. Par défaut, Java stocke les littéraux entiers dans le type de données int, c'est-à-dire stocké ou bien sauvegardé sur 32 bits. D'accord? Donc les littéraux entiers sont des types int. Donc il y a plusieurs types, il y a le byte, le short, le int et long, mais par défaut, il va le sauvegarder comme étant un entier. Pour stocker un littéral entier dans le type de données long, qui peut recevoir des valeurs de 64 bits, donc ce qu'on va faire, c'est ajouter le caractère petit l ou bien grand L à la fin du littéral. Par exemple, le littéral 9999 L, donc on a ajouté L à la fin, donc ce littéral est stocké dans le type long. Ensuite, il y a les littéraux en virgule flottante. Donc un littéral en virgule flottante est un nombre contenant un point décimal et ou un exposant.
Donc il y a toujours la virgule. Un littéral en virgule flottante suit une notation qui peut être soit standard ou bien scientifique. D'accord? Par exemple, si on écrit 123,456, donc ça c'est la représentation, bien la notation standard. Alors que si on écrit 1,23 jusqu'à 6 avec un exposant, ok, plus 2, ça c'est la notation scientifique. Mais les deux représentent un littéral en virgule flottante. Les littéraux en virgule flottante sont de type double, c'est-à-dire par défaut, ils sont de type double codés sur 64 bits. Ou bien, ils peuvent être de type float, codés sur 32 bits. Mais le type par défaut, c'est le double. Alors là, pour stocker un littéral en virgule flottante dans le type float, codé sur 32, donc ce qu'on va faire, c'est ajouter la lettre petit f ou bien grand F à la fin du nombre. D'accord? Comme tout à l'heure, si on veut sauvegarder une variable dans un type long, on ajoute L, parce que le type par défaut c'est int. Là aussi, le type par défaut c'est float, pardon, c'est double. Si on veut sauvegarder une variable dans le type float, donc on va ajouter soit le petit f, soit le grand F. À la fin, bien sûr, à la fin du nombre. Ensuite, il y a les littéraux booléens, donc qui peut prendre soit la valeur true ou bien false. Après, il y a les littéraux de type caractère, c'est-à-dire un seul caractère. Alors, un littéral caractère représente un caractère Unicode unique. Alors, les littéraux caractères sont toujours mis entre guillemets, simples, ou bien ce qu'on appelle les cotes. Par exemple, le A, il est mis entre deux cotes. Donc, A, c'est un caractère. Le 9 est mis entre deux cotes. Là aussi, le 9, il est représenté par un caractère. Alors, le Java utilise le type char pour stocker des caractères uniques. Le jeu de caractères Unicode, codé sur 16 bits, remplace le code ASCII de 8 bits. Donc, avec le langage C, si vous vous rappelez, donc avec le C, les caractères sont codés sur 8 bits, c'est-à-dire ils utilisent le code ASCII. Alors, avec le langage Java, il y a un autre codage, c'est l'Unicode, qui code chaque caractère sur 16 bits. Alors, cette représentation, bien cette nouvelle représentation, permet d'inclure les symboles et les caractères d'autres langages, c'est-à-dire les symboles ou bien les lettres accentuées, d'autres symboles dans d'autres langages peuvent être écrits avec le langage Java et représentés de manière claire. Ensuite, il y a les littéraux de type chaîne ou bien chaîne de caractères. Donc un littéral chaîne représente une suite de caractères. En Java, les chaînes sont toujours entre guillemets doubles, donc les caractères sont représentés à l'intérieur de côtes, alors que les chaînes de caractères sont représentées entre deux guillemets. Le Java gère les chaînes différemment de C et C++. Alors pour le C représente les chaînes par un tableau de caractères, alors que Java traite les chaînes de caractères comme étant des classes. Donc il y a quelques classes qui traitent les chaînes de caractères, telles que la classe string et la classe string buffer. Il y en a d'autres, mais on va citer ces deux-là maintenant. Ainsi, de tous les types de littéraux dont nous avons parlé, seuls les littéraux chaînes sont stockés par défaut sous forme d'objets. Donc nous allons détailler plus tard les chaînes de caractères. Ensuite, il y a les mots-clés dont on a parlé tout à l'heure. Donc nous avons dit que les identificateurs ne peuvent pas être des mots-clés. Donc qu'est-ce qu'un mot-clé? Donc un mot-clé est un identificateur prédéfini. Donc il a déjà une signification. Donc il y a une signification spéciale pour le compilateur Java et qui ne peut pas être redéfinie. C'est-à-dire on ne peut pas changer sa définition ou bien sa signification. Donc voilà la liste des mots-clés en Java. Il y a abstract, double, int, super, booléen, else, etc.
Donc ces mots-clés ne peuvent pas être utilisés comme des identificateurs. Ensuite, il y a les commentaires. Donc en Java, il y a 3 styles de commentaires. Il y a le slash étoile, étoile slash, qui permet d'ajouter un commentaire sur plusieurs lignes. Il y a double slash qui permet d'ajouter un commentaire sur une seule ligne. Il y a aussi le slash double étoile et puis étoile slash. Elle est utilisée par la documentation automatique de Java. Ensuite, il y a les expressions. Donc, une expression est une combinaison significative d'identificateurs, de mots-clés, de symboles et d'opérateurs, bien sûr, qui a une valeur. De façon générale, une expression est tout ce qui peut être écrit ou bien mis du côté droit d'un symbole d'affectation. Tout ce qu'on peut écrire dans la partie droite d'un symbole d'affectation s'appelle une expression. Voilà un exemple, j'ai S égale à bonjour à tous. Donc cela permet d'affecter la chaîne bonjour à tous à la variable S, qui est elle aussi de type chaîne de caractères. Il y a le X égale à 123,4, là aussi c'est une affectation d'un nombre. Ensuite, il y a l'expression y égale à x multiplié par 5 divisé par 2. Ce sont les expressions d'opérateurs qui utilisent des combinaisons de variables. J'ai combiné le x et le 5, les littéraux. Et aussi, je peux faire appel à des méthodes qui sont déjà prédéfinies. Par exemple, SQRT, c'est pour la racine carrée. C'est square root. Aussi, je peux utiliser des opérateurs et des symboles. Par exemple, le étoile pour la multiplication et la division, slash pour la division. Ensuite, je peux faire x égale à obtenir valeur. En fait, là, obtenir valeur, il y a à côté les deux parenthèses. Cela veut dire que obtenir valeur, c'est une méthode. Donc là, je peux appeler une méthode et affecter le résultat à une variable. Aussi, voilà notre exemple. Personne, P1 égale à new person. Donc cette expression permet d'allouer ou bien d'affecter la mémoire à l'objet P1 de type personne. Donc lorsqu'on fait new, cela veut dire qu'on va allouer la mémoire pour un objet P1 qui est de type personne. D'accord? Ça ressemble un petit peu à la fonction malloc de C. C'est-à-dire elle permet d'allouer un espace mémoire pour un objet. Les expressions d'affectation d'objets sont des expressions d'appel à des méthodes spéciales. C'est-à-dire là, on fait appel à une méthode spéciale qui s'appelle le constructeur. Donc nous allons la voir plus en détail après. Ensuite, il y a les opérateurs. Donc les opérateurs sont des symboles spéciaux qui exécutent une fonction particulière sur des opérandes. Par exemple, les opérandes, là j'ai S, A et B. Donc j'ai fait l'addition de A et B, j'ai affecté le résultat à S. Donc il y a 5 types généraux d'opérateurs. Il y a les opérateurs arithmétiques, logiques, de comparaison, d'affectation et les opérateurs au niveau bit. Chaque catégorie d'opérateurs peut être subdivisée en unaire et binaire. Donc les opérateurs unaires utilisent un seul opérande, alors que les opérateurs binaires utilisent 2 opérandes. Donc nous allons voir les opérateurs, bien commencer par les opérateurs arithmétiques. Java fournit un jeu complet d'opérateurs destinés au calcul arithmétique. Voilà quelques exemples d'opérateurs arithmétiques. Il y a plus plus ou bien moins moins qui représentent l'incrémentation et la décrémentation automatique. Il y a le étoile pour la multiplication, slash pour la division, pourcentage pour le modulo ou bien le reste de la division. Et il y a plus et moins pour l'addition et la soustraction. Voilà un exemple de l'incrémentation et la décrémentation automatique. Supposons que j'ai 3 variables entières x, y et z. Et puis j'ai initialisé la variable y à 3. Ensuite, je vais mettre x
égale à plus y. Donc ça s'appelle une pré-incrémentation. C'est-à-dire j'ai fait l'incrémentation avant le nom, bien j'ai mis l'incrémentation avant le nom de la variable. Donc là, la variable y est incrémentée de 1. Puis sa valeur, ou bien sa nouvelle valeur, qui est égale à 4, est attribuée à x. Donc la valeur initiale de y était égale à 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai incrémenté par 1 et puis j'ai affecté le résultat final à x. D'accord? Voilà un deuxième exemple. Z égale à y moins moins. Là, j'ai fait une décrémentation ou bien une post-décrémentation. C'est-à-dire j'ai fait l'incrémentation après. Donc là, quelle est la valeur de z? Donc la valeur de z est égale à la valeur de y. Donc y était égal à 4. Donc z va être égal à 4. Alors pour vous expliquer davantage, la décrémentation automatique se fait après l'affectation de la valeur actuelle de y à z, c'est-à-dire la valeur égale à 4. Je vais affecter la valeur 4 à z, puis je vais décrémenter le y. C'est-à-dire z va être égal à 4 et y par la suite va être égal à 3. Ensuite, on passe aux opérateurs logiques. Alors, les opérateurs logiques ou bien booléens permettent de regrouper des expressions booléennes pour déterminer certaines conditions. Donc, ces opérateurs exécutent les opérations booléennes standards, par exemple le AND, OR, NOT, XOR, etc. Donc, voilà quelques opérateurs logiques. Donc, point d'exclamation, c'est le complément ou bien le NOT. Il y a le et, c'est le AND ou bien le et. Le chapeau, c'est XOR. Pipe, c'est le OR. Double A, c'est court-circuit AND. Et double pipe, c'est le court-circuit OR. Voilà quelques exemples de l'utilisation des opérateurs booléens. Donc, point d'exclamation false, c'est-à-dire la négation de false, ça veut dire c'est true. Et dans le deuxième exemple, true et false donne false, true ou true donne true, et true pour le chapeau, c'est-à-dire XOR true, ça donne false. Donc pour vérifier ces résultats, vous pouvez vérifier la table de vérité de ces différents opérateurs logiques. Ensuite, il y a l'exemple 5, on a false et x, ça donne false. Donc, si on vérifie la table de vérité du et logique, donc on se rend compte que si l'un des opérands est false, donc le résultat est false. Et pour le dernier exemple, on a true ou x. Donc là aussi, avec la table de vérité de ou, on aura le résultat true si l'un des opérands est true. Ensuite, il y a les opérateurs de comparaison. Donc c'est pour comparer des valeurs. Donc à la différence des opérateurs logiques, les opérateurs de comparaison n'évaluent qu'une seule expression. Donc il y a inférieur, supérieur, inférieur égal, supérieur égal, égal à et différent de. Voilà quelques exemples. Alors supposons que j'ai l'instruction suivante, personne P1 égale à new personne. Donc cette instruction permet de faire quoi? Permet d'abord de déclarer une variable ou bien un objet P1 de type personne et puis de lui allouer la mémoire avec l'instruction new. Donc là je fais la déclaration de l'objet P1 et l'allocation de la mémoire. De la même manière, pour P2, je fais la déclaration de l'objet et l'allocation de la mémoire. Ensuite, je vais déclarer un booléen R1 qui est égal à P1 double égal à P2. Donc là, pour P1 double égal à P2, ça ressemble à une comparaison. En fait, là, je vais faire la comparaison de P1 et de P2.
Donc si P1 est égal à P2, donc la valeur de retour va être égale à true qui va être affectée à R1. S'ils sont différents, donc la valeur de retour va être false qui à son tour va être affectée à R1. Donc là, si on exécute ce programme, bien cette instruction, la valeur de R1 va être égale à false. Donc pourquoi elle va être égale à false? Donc comme P1 et P2 font référence à des objets différents, parce que P1 c'est un objet qui a un espace mémoire qui est différent de l'objet P2. D'accord? Donc lorsqu'on fait la comparaison, on va comparer les espaces mémoire. Donc du moment que P1 et P2 ont deux espaces mémoire différents, cela veut dire que les deux objets sont différents et par conséquent la valeur de retour va être égale à false. D'accord? Ensuite, on va réaliser l'instruction suivante, P1 égale à P2. Donc là, on va affecter la valeur de P2 à P1. Et puis, on va refaire le même traitement. On va affecter à R2 le résultat de comparaison de P1 et P2. D'accord? Alors, dans cette deuxième comparaison, la valeur de retour va être égale à true. Pourquoi? Parce que maintenant, lorsqu'on a fait l'affectation de P1, de P2 à P1, donc les deux variables ont le même espace mémoire. Donc dans la deuxième comparaison, la deuxième comparaison donne le résultat true puisque les deux variables représentent maintenant le même objet. Ensuite, on va parler des opérateurs d'affectation. Donc ces opérateurs permettent d'attribuer des valeurs aux variables. Voilà quelques opérateurs d'affectation. Il y a le égal, plus égal, donc ajout et affectation, moins égal, soustraction et affectation, étoile égale, multiplication et affectation, division égale, le et égal, le pipe ou bien le ou égal, et puis le chapeau égal, c'est-à-dire le XOR avec affectation. Donc voilà un exemple. Donc, supposons que j'ai déclaré une variable y de type int que je vais initialiser à 2, puis je vais faire y étoile égale à 2. Donc ça, c'est une deuxième instruction est identique à y égale à y multiplié par 2. D'accord? Donc je fais la multiplication, puis j'affecte le résultat à la variable y. Ensuite, il y a un deuxième exemple, booléen B1 qui est initialisé à true et un deuxième booléen B2 initialisé à false. Ensuite, je vais faire B1 est égal B2. Cette écriture est identique ou bien est équivalente à B1 égale B1 et B2. Donc, le résultat la valeur de B1 va être égale à false. Pourquoi? Parce que l'un des opérandes est égal à false. Ensuite, il y a les opérateurs au niveau bit. Donc, il y a deux types d'opérateurs au niveau bit. Il y a les opérateurs de décalage et les opérateurs booléens. Alors, pour les opérateurs de décalage, ce sont des opérateurs qui permettent de décaler les chiffres binaires d'un nombre entier vers la droite ou bien vers la gauche. Voilà un exemple. Supposons que j'ai une variable i de type short int, que je vais initialiser à la valeur 13. Donc, comme vous le savez, un short int est codé sur 2 octets ou bien sur 16 bits. Donc, si je vais le convertir en binaire, je vais avoir la représentation suivante. Donc, j'ai ici 1101 et pour terminer les 16 ou bien les 12 bits restants, je vais ajouter des zéros. Ensuite, je vais faire i égale i décalage vers la gauche de 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 2 bits à droite. Donc, je vais ajouter 2 zéros à droite et puis je vais enlever les 2 premiers bits qui étaient là. Ces deux-là, je vais les enlever et je vais ajouter 2 zéros à la fin. Et puis, je vais affecter le tout
AI. Là, c'est un décalage plus affectation. Ensuite, il y a I, décalage vers la droite, de 3. Donc là aussi, je vais travailler sur la dernière valeur de I et je vais faire un décalage de 3 bits vers la droite, c'est-à-dire que je vais enlever 1, 0, 0. Je vais avoir uniquement 1, 1, 0. Et je vais ajouter 3 zéros au début. D'accord? Donc le tableau suivant donne la liste complète des opérateurs Java au niveau bit. Donc il y a le tilde, c'est le complément au niveau bit. Il y a le décalage vers la gauche, décalage vers la droite. Il y a le et, le and, il y a le or, il y a le XOR, il y a décalage vers la gauche avec affectation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et puis le décalage vers la droite avec affectation. Ensuite, il y a un nouvel opérateur, c'est un opérateur spécial. Donc nous avons cité deux types d'opérateurs, unaire et binaire. En plus de ces deux-là, ces deux opérateurs, il y a un troisième opérateur qui s'appelle un opérateur ternaire, parce qu'il contient 3 opérandes. Donc voilà sa syntaxe. Donc il y a la première expression, expression 1, point d'interrogation, puis expression 2, puis 2 points, et finalement j'ai l'expression 3. Donc voilà l'explication de cette syntaxe. Donc je vais d'abord évaluer l'expression 1. C'est-à-dire je vais voir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'elle est true, est-ce qu'elle est juste. Donc si elle est juste ou bien elle est vraie, je vais exécuter l'expression 2. Donc si ça c'est true, je vais exécuter l'expression 2. Sinon, si l'expression 1 est false, donc je vais exécuter l'expression 3. Voilà un exemple. Supposons que j'ai les variables suivantes. J'ai 3 entiers, x, y et max. Je vais initialiser le x à 3 et le y à 4. Ensuite, je vais écrire l'instruction suivante en utilisant l'opérateur ternaire. Alors, je vais écrire max égale à x supérieur à y. Ça, c'est la première expression. Après, il y a point d'interrogation. La voilà. Puis, l'expression 2 est représentée par x. Et l'expression 3 est représentée par y. Alors, cette expression est équivalente à si x est supérieur à y, si la première expression est vraie, je vais affecter la valeur de x à max. C'est-à-dire que le maximum, c'est le x. Donc x est plus grand que y. Sinon, dans le cas contraire, else, je vais affecter la valeur de y à max. D'accord?